Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 1er août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder malheureusement pas mal de nouvelles crypto qui sont pas forcément bonnes. Avec le hack de Curve, on va parler vraiment de ce qui est en train de se passer, l'impact que ça a eu sur l'ensemble de la finance décentralisée. Vous allez voir que malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière et ça va poser des véritables questions. Et ensuite, on ira faire un tour sur la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme avec surtout une très belle rupture en 1 heure qui nous valide justement notre plan de trading et on va continuer notre analyse pour se projeter sur la continuité de la tendance et ça commence tout de suite. Ok, on va parler de Curve et on va commencer par le gros événement donc qui a commencé hier, hier et avant-hier pardon, dans lequel on a eu un hack de Curve où des pools de liquidités ont été vidés. On parle de entre 50 et 100 millions. Alors ici on parle 24 millions, donc c'est le dernier chiffre qui a été donné. Donc ce qui est quand même beaucoup plus bas, étant donné qu'il y a une grosse partie de white hack, donc c'est-à-dire des personnes qui ont hacké en prévisionnel les pools pour récupérer la liquidité et ensuite redonner au protocole. Néanmoins, on est quand même sur quelque chose qui touche vraiment la finance décentralisée. Je vous avais expliqué depuis longtemps qu'on a vraiment deux gros protocoles, trois, on va dire deux gros. On a AAV et Curve qui, globalement, fournissent la liquidité à toute la finance décentralisée. Si eux tombent, la finance décentralisée n'a plus de liquidité. Et même ce qui fonctionnait bien, c'était que Curve et AAV ne sont jamais fait hacker. Enfin, il n'y a jamais eu de gros hacks sur les dernières versions. Et justement, là, la problématique, c'est que ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que Curve a marqué le fait que quelque chose qui est hackable pendant un certain temps pourra se faire hacker. On n'est que sur une perte de 24 millions, mais c'est quand même une perte de 24 millions. Et ça fait écho à toutes les pertes que l'on a pu avoir depuis 2022, avec des milliards de dollars. Pour rappel, c'était 1,5 milliard de dollars sur 2022 et le premier trimestre 2023. Donc on est sur des volumes très conséquent de pertes monétaires dans lequel malheureusement il y a une fraction, vraiment une infime fraction qui sont récupérées. Donc là-dessus, on se pose vraiment la question et il y a toute une discussion qui est en train de se mettre en place sur, ok, mais comment on fait pour sécuriser ça? Est-ce que oui ou non, les défauts de sécurité vont impacter trop la finance décentralisée et l'empêcher justement d'avancer? Donc, est-ce que c'est une forme de fin de la finance décentralisée et de la DeFi? Ou est-ce que c'est un moment d'évolution? Et là, je pense que c'est ce qu'on appelle un turning point, donc c'est vraiment un moment clé dans lequel il va falloir faire des décisions, que ce soit à travers du développement structurel, donc que ce soit au niveau d'Ethereum en lui-même, que ce soit au niveau de Layer 2 qui sont par-dessus, mais la sécurité va être obligatoire, on ne peut pas continuer à proposer des produits qui ont un risque si élevé dans lequel, en plus, le rendement, je vous avoue, qui est pas extraordinaire. Les pools de Curve, on peut tirer du rendement, mais ça reste des choses qui sont relativement faibles parce que c'est considéré comme quelque chose de relativement safe. Sauf qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas, et même quelque chose qui est safe peut ne plus le devenir, et il faut vraiment faire très attention, du coup, sur la finance décentralisée. La répercussion, c'est que on a Comp et AAV qui ont pris leurs claques qui vont avec, donc deux landings qui n'ont jamais été hackés, qui font partie justement des anciens, dans lesquels on a AAV, je vous en parle régulièrement, et nous avons Comp, donc qui est Compound, qui s'enfonce avec justement le CRV, parce que les personnes ont peur, et justement au niveau de AAV, c'est exactement ce qui est en train de se passer, les personnes sont en train de retirer leurs fonds, on a une diminution de la TVL qui est drastique, et justement, on va se poser des questions sur oui ou non, est-ce que c'est le bon mouvement ou pas. Personnellement, je n'ai rien sur AAV, je n'ai rien sur Curve, je n'ai rien sur Compound. Mais je vous avoue que j'avais, il y a assez peu de temps, des choses sur CRV et sur AAV. Donc, de mon côté, je me pose vraiment la question, est-ce que oui ou non, je refais des setups dessus? Je pense que je vais attendre un peu, de voir exactement comment le marché va réagir, quelles vont être les nouvelles normes qui vont être statuées. Généralement, quand on a quelque chose comme ça, un événement qui est suffisamment fort, ça sous-entend qu'on va avoir une transformation de cette partie-là. Et ça va être l'élément qui va être vraiment important à suivre. Dans les bonnes nouvelles, nous avons DCG qui est en train d'avoir un accord avec justement Genesis sur son chapitre 11. Donc ce serait la fin justement des troubles sur Genesis, donc qui était la société rattachée à DCG, donc Digital Currency Group, pour la gestion du lending, donc pour faire des prêts, et justement ils avaient fait un dépôt de chapitre 11, l'équivalent d'un dépôt de bilan pour les USA,
pour justement un problème de liquidité et de non-liquidité, je dois être présent, dans lequel il manquait quand même 1,5 milliard je crois dans les caisses, et ces caisses-là venaient principalement de Gemini, pardon, dans lequel on avait 900 millions qui manquaient pour les utilisateurs de Gemini. Et là, a priori, il devrait avoir un accord qui va être signé, on avait une pression qui était effectuée déjà depuis un certain temps, là on voit que c'est en train de se faire, on a un nouveau CFO qui est arrivé, bon, en l'occurrence, la dernière épée de Damoclès qui traînait avec justement, parce que DCG c'est quoi, c'est au-dessus de Grayscale Capital, dans lequel on a justement les GBTC, donc Grayscale Bitcoin Trust, dans lequel on pensait à un moment donné, mais il y a eu beaucoup de FUD autour de ça, comme quoi on avait une possibilité que GBTC soit dissolu et les BTC vendus pour pouvoir renflouer Genesis. Bon, je vous avais expliqué que ça n'allait jamais être le cas, et c'est en train de se résoudre de cette façon-là. Dans les bonnes nouvelles, nous avons quand même notre ami Tether, hein, qui fait toujours, qui imprime toujours de l'argent, hein, 850 millions nets de profit au second quarter, c'est juste monstrueux, et ça montre à quel point ça imprime de l'argent, et à quel point en fait les stablecoins sont rentables quand on sait les utiliser, et quand on sait placer l'argent intelligemment. Par contre, ça sous-entend que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Tether FUD, donc ça veut dire globalement des personnes qui disent que Tether va s'effondrer et va dépeg, ça fait quelques mois, hein, 1 mois et demi je crois, 2 mois, donc à un moment donné ça devrait revenir, certainement en septembre, début septembre, fin août, des personnes qui vont montrer, sortir des nouvelles informations qui vont être réchauffées, comme quoi Tether n'est pas backé et donc va dépeg. Bon, on prend un peu de recul comme d'habitude, ça par contre ça fait partie des éléments qui sont plutôt stables et qui resteront stables au niveau de la crypto. Côté calendrier macro, on a eu l'Europe avec une petite diminution, mais vraiment faiblarde de l'inflation, hein, c'est vraiment pas à prendre comme étant une véritable descente, hein, c'est plus pour se gargariser d'avoir réussi à descendre un petit peu l'inflation, mais on se cache pas qu'on va augmenter les taux au niveau de la BCE, et que on aura une descente, oui, de l'inflation, mais certainement fin de l'année, voire 2024, à savoir qu'on est toujours en retard sur les USA, dans lequel, ici, on a quand même des nouvelles aujourd'hui, un PMI manufacturier de juillet très important qui va être suivi, 46,8 attendu, donc une augmentation, ce qui devrait être positif, et on a le rapport Jolt qui va être aussi attendu, notamment sur les nouveaux emplois, il va falloir surveiller ça. Au niveau de la macro, le Nasdaq nous a fait quand même un petit début de semaine qui était plutôt positif, hein, après une clôture de vendredi aussi. Les niveaux importants à retenir, ça va être ici, 15 373, dans lequel si on a une rupture, ça sous-entend qu'on aura la mise en place d'une distribution avec une cassure comme ça, avec un retest et potentiellement une cassure baissière pour aller chercher à minima les 14 600, à savoir qu'on est vraiment dans l'hypergrid actuellement sur les marchés US, donc ça sous-entend qu'à un moment donné on va avoir une cassure baissière, on ne peut pas rester autant dans la grid. Le problème c'est qu'on se dit que c'est le cas depuis les 14 500 et qu'on a fait quasiment une touche sur les 16 000. Donc est-ce qu'on peut continuer encore? J'ai envie de vous dire oui, c'est pour ça que je vous donne un niveau de rupture dans lequel si on casse ça, ça veut dire que lors du retest, on aura un signal pour se dire que oui, en effet, on est en train de valider une consolidation baissière avec un retracement qui risque d'être pas forcément très important, mais qui risque d'être relativement rapide. Au niveau du BTC, je vous fais un petit rappel CME dans lequel on est toujours dans notre belle accumulation, avec ici ce SCAR STB Spring, accélération haussière, retest, réaccélération, et on est dans cette consolidation ici. Alors, au niveau de cette consolidation, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a cette vision où on voit une accélération, une baisse, accélération et retracement. Ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas oublier que nous sommes dans une forme de range dans lequel on a fait une accélération en haut de range, on casse, baissier, avec un petit excès, et ici on réaccélère, un petit excès au-dessus du range, et ici on est en train de retracer. Ce qui va être intéressant de voir, c'est encore les niveaux importants de milieu de range, dans lequel est-ce que oui ou non on va avoir une belle réaction pour repartir à la hausse ou pas. Clairement, si on a une macro qui est en train de retracer, je vous avoue qu'on ira certainement retester plus bas et retester les niveaux qu'on avait déjà donnés à terme, hein. Donc premier niveau qu'on a en tête c'est les 28 000, et ensuite le second niveau ce sera les 26 400, dans lequel on a un gros OB de retest, on a pas mal de choses, on a ici du volume qui est présent, hop, on va reprendre la petite plume, on a du volume qui est présent ici, on a l'OB qui est bien présent là, et on a justement le 786 de Fibonacci de retracement, ainsi que de la liquidité qui se trouve dans ces zones-là, et qui correspondrait en plus à un retest effectif de la trendline qui accompagne le mouvement depuis un certain temps, avec 1, 2 et 3. Quand on est en weekly, on le voit très très bien, ça touche
vraiment exactement. Mais ce qui est intéressant, ça va être d'aller chercher cette partie-là dans laquelle on ira retracer, mais avant tout, il va falloir casser. Alors, autre chose, c'est que on est allé faire une accélération baissière, on le voit bien hier soir, dans lequel on est allé retoucher ici le premier bloc de volume du mouvement haussier qui se trouve ici, hein. Donc on est en train de retracer l'imbalance et de combler l'imbalance qui est présent, donc on a fait premier arrêt sur le volume, et on a un second volume qui correspond en plus ici à notre target d'extension de Fibonacci. Quand on fait justement cette impulsion baissière sur le retracement, ça nous emmène pile poil dans les 28 000 en objectif 1-1, donc on a toujours cet objectif entre 1 et 1-1 quand on a ces mouvements de flux relativement construits. Et d'ailleurs, quand on regarde le mouvement de flux relativement construit en 1 heure, on voit bien qu'on a laissé les liquidités structurées ici, on ne les a pas touchées, très intéressant de les retenir. Pour l'instant ça intéresse pas, par contre on a fait un joli retest, deuxième retest, cassure baissière, retest, et ensuite accélération baissière. Donc on est toujours dans cette continuité de flux baissier, rupture baissière, oui, des 28 800, avec ici cette prise du lot présent ici, mais ça n'empêche qu'on se retrouve toujours dans une consolidation supérieure, d'accord? J'aurais aimé qu'on est dans une forme de consolidation petite, légère, et ensuite continuité d'accélération. C'est pas le cas, il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non on retrace les 29 100, est-ce qu'on les casse? Si on les casse, là on peut se poser la question d'aller chercher plus haut, d'accord, et avoir un truc qui va justement chercher la liquidité. Si on les casse pas et qu'on fait bien un joli retest et qu'on s'enfonce, là on aura encore une fois un nouveau signal de renforcement pour accompagner le mouvement, hein. Depuis déjà un certain temps, on accumule sur du short, et on accompagne le mouvement depuis les principalement retests, hein. Donc on a une partielle entrée qui s'est faite à 30 400, donc on continue toujours à accompagner le mouvement, et c'est le plus important, on n'oublie pas qu'on accompagne le flux, on ne va pas chercher un flux contraire. Pourquoi je vous parle d'aller rechercher un petit peu plus haut, hein, les 29 600, classique, parce qu'on voit qu'on a de la liquidité à 29 000, hein, ici, on voit bien qu'on a bien le pool de liquidité qui s'est placé ici sur une appui baissier, sur la rupture ici de ce lot-là, dans lequel on a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées en position, mais ça reste relativement faible, hein, j'ai envie de vous dire, ça reste relativement faible, les personnes rentrent avec ici la liquidité qui se trouve en haut, hein, cette liquidité que l'on a présente ici, ce n'est pas rien, on la voit ici dans cette zone-là, donc ce qui est plutôt classique. Moi, ce qui m'interpelle, ça va être le fait qu'on a eu un CVD qui a été relativement flat durant cette période-là, chose qui était relativement rare avec des CVD qui étaient en train de s'enfoncer, et que là on retourne sur du perpétuel, sur les CVD qui sont en train ici de casser baissier, donc ça sous-entend qu'on a bien une rupture des longues qui sont en train de se faire, et cette rupture des longues m'interpelle en me disant, ok, est-ce que oui ou non on est dans une distribution générique? Distribution que l'on voit très bien quand on prend un petit peu de recul ici en daily, où on pourrait se dire qu'on a bien un psy, on a bien le BC, ici AR, ST, SO, UT. D'accord? Ce qu'on pourrait attendre, c'est un retracement, puis après faire une accélération haussière, faire un UTAD. Ma question, et je vais terminer la vidéo dessus, c'est est-ce que on est bien dans une phase de distribution? Clairement, techniquement, on pourrait se dire que oui, mais on pourrait être très bien aussi dans une phase de réaccumulation. Ce qui va être déterminant, ça va être est-ce que oui ou non on a un intérêt à distribuer maintenant? Est-ce que oui ou non on a des mains pour pouvoir faire la distribution? Pour rappel, la distribution, c'est que on va vendre et on va séquencer la vente pour pouvoir garder un prix relativement haut avant de pouvoir diluer suffisamment le marché et casser baissier. Ça veut dire qu'on va épuiser la force d'achat sur ces périodes-là. Est-ce qu'on a suffisamment d'intérêt ici à acheter? Est-ce qu'on a suffisamment d'appels à l'achat? J'ai envie de vous dire non. Pour moi, on n'a pas forcément suffisamment d'appels. Pourquoi? Parce que je vous rappelle juste qu'on est toujours dans cette période-là où on n'a pas cassé ce high-là, on n'a pas cassé en fait cette résistance qui est présente dans les 31 000. Donc pour moi, on doit faire encore un dernier excès haussier pour incentiver les personnes en se disant oui, il y a bien une rupture, on a bien quelque chose qui est en train de se construire, avant de faire une réintégration et de valider potentiellement une distribution avec une cassure qui pourrait aller relativement bas, une forme de respiration, pour aller retester les 25 000. Là, on est quand même relativement loin, et c'est pour ça que je vous dis que distribution, oui, mais peut-être pas encore terminée, il va falloir encore une fois prendre un petit peu de recul. Sur le moyen terme, on a encore une grosse instabilité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, distribution, pas distribution? Est-ce qu'on est dans une réaccumulation? Et je pense que vous allez aimer mon analyse sur Ethereum que j'ai sorti hier, je vous mets le lien ici, et on se retrouve à 13h30 pour mon analyse sur Kaspa.